À la lecture de cette communication, on a surtout l'impression que le plan vient labelliser comme ville résiliente diverses mesures prises depuis le début de la mandature et dont on est en droit de se demander pour certaines le lien avec la résilience. Alors, par exemple, la carte citoyenne ou la charte de téléphonie mobile ou encore le pari des familles qui apparaissent sur le même plan que le plan climat-énergie ou le plan de prévention des inondations. Il n'y a pas de hiérarchie ni de priorité, ni parfois même de fondement. Bref, désormais, tout doit être résilience. Tout ou presque, parce que la résilience budgétaire, elle, est la grande absente du plan stratégique. Il n'en est que très peu question dans votre plan, alors même que c'est l'élément central d'une ville durable qui doit pouvoir financer l'absorption de chocs. Mais avec un budget qui n'atteint l'équilibre que par un tour de passe-passe comptable et une dette à la dérive, l'approche budgétaire de la ville de Paris est tout sauf résiliente. Un exemple parmi tant d'autres. La mairie dépense plus d'1 million d'euros pour acheter une aire de livraison et un logement de pariculteurs afin d'exploiter 0,6 hectares de culture hors sol sur la toiture du futur centre logistique de La Chapelle à 200 mètres de l'axe autoroutier le plus emprunté d'Europe. À ce prix-là, elle aurait pu acheter 120 hectares de terres agricoles en Île-de-France, soit une surface environ 200 fois plus grande. Préserver la ceinture vivrière d'Île-de-France et développer les circuits d'approvisionnement courts pour les Parisiens, ce qui, en termes de résilience, nous paraît beaucoup plus efficient. Alors, qu'est-ce qu'une ville résiliente? Nicolas Bonnet-Ouladj nous a proposé une définition. Je vais m'en risquer à en proposer une également qui risque d'être un tout petit peu différente, mais pas tant que ça finalement. Une ville résiliente, c'est une ville sobre qui utilise intelligemment tous les moyens mis à sa disposition pour prévenir, et cette dimension de la prévention est trop peu présente dans cette communication, anticiper et gérer les défis auxquels elle est confrontée. Alors pour nous, une ville résiliente doit passer par une véritable transversalité dans les politiques publiques menées. La résilience doit devenir, au même titre que le développement durable, une préoccupation de l'ensemble de l'action de l'exécutif, pour prévenir les chocs, s'y préparer et les surmonter. Ainsi, la politique de l'urbanisme doit intégrer cette dimension et ainsi éviter à l'avenir les aberrations que l'on a connues avec l'aménagement, le réaménagement de la place de la République, dont la minéralité a augmenté significativement les températures. C'est aussi mettre en place des revêtements qui réfléchissent la chaleur pour diminuer d'autant les poches de chaleur en ville, comme cela a été expérimenté à Los Angeles. Une ville résiliente, c'est également une manière différente de concevoir l'aménagement. Dans la communication, je le disais, on parle beaucoup de résilience, un peu moins de prévention. Or, c'est une dimension majeure. Ce plan doit conduire l'exécutif à rompre avec la politique ayant pour effet de supprimer toutes les zones de respiration. Mètres carrés de verdure pour construire dans une ville toujours plus dense, suppression des îlots de fraîcheur tels que les réservoirs de Grenelle. Ces espaces de respiration sont indispensables, tant pour les habitants que pour prévenir les crues en luttant contre l'imperméabilisation des sols qui aggrave le phénomène. Et puis une ville résiliente, c'est aussi une manière différente de travailler. C'est la coopération et le partenariat qui sont une nécessité. Ma collègue Anne Tachen y reviendra plus longuement. Un mot seulement. Vous évoquez la transformation du périphérique. Cela fait plus de 10 ans que nous proposons de reconquérir le périphérique pour mettre fin à cette frontière urbaine qui enserre Paris et la coupe de ses voisins. Mais rien ne peut se faire justement sans nos voisins. Si nous saluons le changement de paradigme annoncé, plus de concertation avec l'ensemble des parties prenantes, les derniers exemples récents nous rendent aussi sceptiques qu'exigeants en la matière. Vous l'aurez compris, si nous partageons ces objectifs, nous attendons de cette communication un nouveau cadre d'organisation et de prioritisation de l'action et des investissements publics et que sa traduction mette enfin fin au décalage entre les actes et les discours. Je vous remercie.